Bonsoir, alors je vais continuer donc les liaisons dangereuses, je suis rendue à la lettre 34. Donc voilà, désolée en ce moment je manque un peu de temps, mais ça va revenir bientôt. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner quand même si c'est pas souvent, n'hésitez pas justement vu que c'est pas régulier à vous abonner pour savoir quand est-ce que je fais mes petites histoires. Voilà, vu que le livre Les liaisons dangereuses c'est assez grand, peut-être que je vais intercaler, enfin je vais peut-être lire autre chose aussi en même temps. Donc voilà. Alors, lettre 34, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Vous parlez à merveille, ma belle amie, mais pourquoi vous tant fatiguer à prouver ce que personne n'ignore? Pour aller vite en amour, il vaut mieux parler qu'écrire. Voilà, je crois, toute votre lettre. En gros, c'est ça, madame de Merteuil. Elle lui a dit... Arrêtez de parler, agissez. Voilà. Donc, il vaut mieux parler qu'écrire. Enfin, parler et agissez au lieu d'écrire. Mais ce sont les plus simples éléments de l'art de séduire. Je remarquerai seulement que vous ne faites qu'une exception à ce principe, et qu'il y en a deux. Aux enfants qui suivent cette marche, par timidité et se livrent par ignorance, il faut joindre les femmes beaux esprits qui s'y laissent engager par amour-propre et que la vanité conduit dans le piège. Par exemple, je suis sûre que la comtesse de B, qui répondit sans difficulté à ma première lettre, n'avait pas alors plus d'amour pour moi que moi pour elle, et qu'elle ne vit que l'occasion de traiter un sujet qui devait lui faire honneur. Quoi qu'il en soit, un avocat vous dirait que le principe ne s'applique pas à la question. En effet, vous supposez que j'ai le choix entre écrire et parler, ce qui n'est pas. Depuis l'affaire du 19, mon inhumaine, qui se tient sur la défensive, a mis à éviter les rencontres une adresse qui a déconcerté la mienne. C'est au point que si cela continue, elle me forcera à m'occuper sérieusement des moyens de reprendre cet avantage, car assurément je ne veux être vaincue par elle en aucun genre. Mes lettres mêmes sont le sujet d'une petite guerre. Non contente de n'y pas répondre, elle refuse de les recevoir. Il faut pour chacune une ruse nouvelle, et qui ne réussit pas toujours. Vous vous rappelez par quel moyen simple j'avais remis la première. La seconde n'offrit pas plus de difficultés. Elle m'avait demandé de lui rendre sa lettre, je lui donnai la mienne en place, sans qu'elle eût le moindre soupçon. Mais soit dépit d'avoir été attrapée, soit caprice, ou enfin soit vertu, car elle me forcera d'y croire, elle refusa obstinément la troisième. J'espère pourtant que l'embarras où à penser la suite de ce refus la corrigera pour l'avenir. Je ne fus pas très étonnée qu'elle ne voulût pas recevoir cette lettre, que je lui offrais tout simplement. C'eût été déjà accordé quelque chose, et je m'attends à une plus longue défense. Après cette tentative, qui n'était qu'un essai fait en passant, je mis une enveloppe à ma lettre, et prenant le moment de la toilette où madame de Rosemonde et la femme de chambre étaient présentes, je la lui envoyai par mon chasseur, avec ordre de lui dire que c'était le papier qu'elle m'avait demandé. J'avais bien deviné qu'elle craindrait l'explication scandaleuse que nécessiterait un refus. En effet, elle prit la lettre, et mon ambassadeur, qui avait ordre d'observer sa figure, et qui ne voit pas mal, n'aperçut qu'une légère rougeur et plus d'embarras que de colère. Je me félicitais donc, bien sûr, ou qu'elle garderait cette lettre, ou que, si elle voulait me la rendre, il faudrait qu'elle se trouvât seule avec moi, ce qui me donnerait une occasion de lui parler. Environ 1 heure après, un de ces gens entre dans ma chambre et me remet de la part de sa maîtresse un paquet d'une autre forme que le mien, et sur l'enveloppe duquel je reconnais l'écriture tant désirée. J'ouvre avec précipitation. C'était ma lettre elle-même. Non décachetée et pliée seulement en 2. Je soupçonne que la crainte que je ne fusse moins scrupuleux qu'elle sur le scandale lui a fait employer cette ruse diabolique. Vous me connaissez, je n'ai pas besoin de vous peindre ma fureur. Il fallut pourtant reprendre son sang-froid et chercher de nouveaux moyens. Voici le seul que je trouvais. On va d'ici tous les matins chercher les lettres à la poste, qui est à environ 3/4 de lieue. On se sert pour cet objet d'une boîte couverte à peu près comme un tronc, dont le maître de la poste a une clé et madame Rosemonde l'autre. Chacun y met ses lettres dans la journée, quand bon lui semble. On les porte le soir à la poste et le matin on va chercher celles qui sont arrivées. Tous les gens étrangers ou autres font ce service également. Ce n'était pas le tour de mon domestique, mais il se chargea d'y aller sous le prétexte qu'il avait affaire de ce côté. Cependant, j'écrivis ma lettre.
Je déguisai mon écriture pour l'adresse et je contrefis assez bien sur l'enveloppe le timbre de Dijon. Je choisis cette ville parce que je trouvais plus gai, puisque je demandais les mêmes droits que le mari d'écrire aussi du même lieu. Et aussi parce que ma belle avait parlé toute la journée du désir qu'elle avait de recevoir des lettres de Dijon. Il me parut juste de lui procurer ce plaisir. Ces précautions une fois prises, il était facile de faire joindre cette lettre aux autres. Je gagnais encore à cet expédient d'être témoin de la réception, car l'usage est ici de se rassembler pour déjeuner et d'attendre l'arrivée des lettres avant de se séparer. Enfin, elles arrivèrent. Madame de Rosemonde ouvrit la boîte. « De Dijon !» dit-elle en donnant la lettre à Madame de Tourvel. « Ce n'est pas l'écriture de mon mari » reprit celle-ci d'une voix inquiète, en rompant le cachet avec vivacité. Le premier coup d'œil l'instruisit, et se fit une telle révolution sur sa figure que Madame de Rosemonde s'en aperçut et lui dit « Qu'avez-vous » Je m'approchai aussi en disant « Cette lettre est donc bien terrible ?» La timide dévote n'osait lever les yeux, ne disait mot, et pour sauver son embarras, feignait de parcourir l'épître qu'elle n'était guère en état de lire. Je jouissais de son trouble et n'étais pas fâché de la pousser un peu. Votre air plus tranquille, ajoutai-je, fait espérer que cette lettre vous a causé plus d'étonnement que de douleur. La colère alors l'inspira mieux qu'il n'eût pu faire la prudence. Elle contient, répondit-elle, des choses qui m'offensent, et que je suis étonnée qu'on ait osé m'écrire. Et qui donc interrompit Madame de Rosemonde. Elle n'est pas signée, répondit la belle courroucée, mais la lettre et son auteur m'inspirent un égal mépris. On m'obligera de ne m'en plus parler. En disant ces mots, elle déchira l'audacieuse missive et mit les morceaux dans sa poche et se leva et sortit. Malgré cette colère, elle n'en a pas moins eu ma lettre, et je m'en remets bien à sa curiosité, du soin de l'avoir lue en entier. Le détail de la journée me mènerait trop loin. Je joins à ce récit le brouillon de mes 2 lettres. Vous serez aussi instruite que moi. Si vous voulez être au courant de ma correspondance, il faut vous accoutumer à déchiffrer mes minutes. Car pour rien au monde, je ne dévorerai l'ennui de les recopier. Adieu, ma belle amie. Minute, ça veut dire ma copie d'un acte authentique. Lettre 35, le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Donc là, il joint les lettres à Madame de Merteuil, donc on va avoir le droit de les lire. Il faut vous obéir, madame, il faut vous prouver qu'au milieu des torts que vous vous plaisez à me croire, il me reste au moins assez de délicatesse pour ne pas me permettre un reproche et assez de courage pour m'imposer les plus douloureux sacrifices. Vous m'ordonnez le silence et l'oubli, eh bien je forcerai mon amour à se taire, et j'oublierai, s'il est possible, la façon cruelle dont vous l'avez accueilli. Sans doute le désir de vous plaire n'en donnait pas le droit, et j'avoue encore que le besoin que j'avais de votre indulgence n'était pas un titre pour l'obtenir. Mais vous regardez mon amour comme un outrage. Vous oubliez que si ce pouvait être un tort, vous en seriez à la fois et la cause et l'excuse. Vous oubliez aussi qu'accoutumé à vous ouvrir mon âme, lors même que cette confiance pouvait me nuire, il ne m'était plus possible de vous cacher les sentiments dont je suis pénétrée. Et ce qui fut l'ouvrage de ma bonne foi, vous le regardez comme le fruit de l'audace. Pour prix de l'amour le plus tendre, le plus respectueux, le plus vrai, vous me rejetez loin de vous. Vous me parlez enfin de votre haine. Quel autre ne se plaindrait pas d'être traité ainsi? Traité ainsi. J'ai fait une mauvaise liaison. Moi seule, je me soumets. Je souffre tout et ne murmure point. Vous frappez et j'adore. L'inconcevable empire que vous avez sur moi vous rend maîtresse absolue de mes sentiments. Et si mon amour seul vous résiste, si vous ne pouvez le détruire, c'est qu'il est votre ouvrage et non le mien. Je ne demande point un retour dont jamais je ne me suis flattée. Je n'attends pas même cette pitié que l'intérêt que vous m'aviez témoigné quelquefois pouvait me faire espérer. Mais je crois, je l'avoue, pouvoir réclamer votre justice. Vous m'apprenez, madame, qu'on a cherché à me nuire dans votre esprit. Si vous en eussiez cru les conseils de vos amis, vous ne m'eussiez pas même laissé approcher de vous. Ce sont vos termes. Quels sont donc ces amis officieux? Sans doute ces gens si sévères et d'une vertu si rigide consentent à être nommés. Sans doute s'ils ne voudraient pas se couvrir d'une obscurité qui les confondrait avec de vils calomniateurs. Et je n'ignorerai ni leur nom, ni leurs reproches. Songez, madame, que j'ai le droit de savoir l'un et l'autre, puisque vous me jugez d'après eux. On ne condamne point un coupable sans lui dire son crime, sans lui nommer ses accusateurs. Je ne demande point d'autre grâce, et je m'engage d'avance à me justifier, à les forcer de se dédire.
si j'ai trop méprisé peut-être les vaines clameurs d'un public dont je fais peu de cas. Il n'en est pas ainsi de votre estime. Et quand je consacre ma vie à la mériter, je ne me la laisserai pas ravir impunément. Elle me devient d'autant plus précieuse que je lui devrais sans doute cette demande que vous craignez de me faire, et ce qui me donnerait, dites-vous, des droits à votre reconnaissance. Ah, loin d'en exiger, je croirais vous en devoir, si vous me procurez l'occasion de vous être agréable. Commencez donc à me rendre plus de justice, en ne me laissant plus ignorer ce que vous désirez de moi. Si je pouvais le deviner, je vous éviterais la peine de le dire. Au plaisir de vous voir, ajoutez le bonheur de vous servir, et je me louerai de votre indulgence. Qui peut donc vous arrêter? Ce n'est pas, je l'espère, la crainte d'un refus. Je sens que je ne pourrai vous le pardonner. Ce n'en est pas un que de ne pas vous rendre votre lettre. Je désire, plus que vous, qu'elle ne me soit plus nécessaire. Mais accoutumée à vous croire une âme si douce, ce n'est que dans cette lettre que je puis trouver telle que vous voulez paraître. Quand je forme le vœu de vous rendre sensible, j'y vois que, plutôt que d'y consentir, vous fuiriez à 100 lieues de moi. Quand tout en vous augmente et justifie mon amour, c'est encore elle qui me répète que mon amour vous outrage. Et lorsqu'en vous voyant, cet amour me semble le bien suprême, j'ai besoin de vous lire, pour sentir que ce n'est qu'un affreux tourment. Vous concevez à présent que mon plus grand bonheur serait de pouvoir vous rendre cette lettre fatale. Me la demander encore serait m'autoriser à ne plus croire ce qu'elle contient. Vous ne doutez pas, j'espère, de mon empressement à vous la remettre. Lettre 36, donc la deuxième lettre, timbrée de Dijon. C'est donc le vicomte de Valmont, toujours à la présidente de Tourvel, donc c'est celle qui l'a timbrée de Dijon. Votre sévérité augmente chaque jour, madame. Et si je l'ose dire, vous semblez craindre moins d'être injuste que d'être indulgente. Après m'avoir condamnée sans m'entendre, vous avez dû sentir en effet qu'il vous serait plus facile de ne pas lire mes raisons que d'y répondre. Vous refusez mes lettres avec obstination, vous me les renvoyez avec mépris, vous me forcez enfin de recourir à la ruse, dans le moment même où mon unique but est de vous convaincre de ma bonne foi. La nécessité où vous m'avez mis de me défendre suffira sans doute pour en excuser les moyens. Convaincu d'ailleurs par la sincérité de mes sentiments, que pour les justifier à vos yeux, il me suffit de vous les faire bien connaître. J'ai cru pouvoir me permettre ce léger détour. J'ose croire aussi que vous me le pardonnerez, et que vous serez peu surprise que l'amour soit plus ingénieux à se produire que l'indifférence à l'écarter. Permettez donc, madame, que mon cœur se dévoile entièrement à vous. Il vous appartient, il est juste que vous le connaissiez. J'étais bien éloignée, en arrivant chez madame de Rosemonde, de prévoir le sort qui m'y attendait. J'ignorais que vous y fussiez, et j'ajouterai avec la sincérité qui me caractérise que quand je l'aurais su, ma sécurité n'en eût point été troublée. Non que je ne rendisse à votre beauté la justice qu'on ne peut lui refuser, mais accoutumée à n'éprouver que des désirs et à ne me livrer qu'à ceux que l'espoir encourageait, je ne connaissais pas les tourments de l'amour. Vous fûtes témoin des instances que me fit madame de Rosemonde pour m'arrêter quelque temps. J'avais déjà passé une journée avec vous. Cependant, je ne me rendis, ou au moins je ne crus me rendre qu'au plaisir, si naturel et si légitime de témoigner des égards à une parente respectable. Le genre de vie qu'on menait ici différait beaucoup, sans doute, de celui auquel j'étais accoutumée. Il ne m'en coûta rien de m'y conformer, et sans chercher à pénétrer la cause du changement qui s'opérait en moi, je l'attribuais uniquement encore à cette facilité de caractère dont je crois vous avoir déjà parlé. Malheureusement, et pourquoi faut-il que ce soit un malheur? En vous connaissant mieux, je reconnus bientôt que cette figure enchanteresse, qui seule m'avait frappée, était le moindre de vos avantages. Votre âme céleste étonna, séduisit la mienne. J'admirais la beauté, j'adorais la vertu. Sans prétendre à vous obtenir, je m'occupais de vous mériter. En réclamant votre indulgence pour le passé, j'ambitionnais votre suffrage pour l'avenir. Je le cherchais dans votre discours, je l'épiais dans vos regards. Dans ces regards d'où partait un poison d'autant plus dangereux qu'il était répandu sans dessein et reçu sans méfiance. Oh, le pauvre petit vicomte! Quelle victime, on y croirait presque. Alors je connus l'amour, mais que j'étais loin de m'en plaindre, résolu de l'ensevelir dans un éternel silence. Je me livrais sans crainte, comme sans réserve à ce sentiment délicieux. Chaque jour augmentait son empire. Bientôt le plaisir de vous voir se changea en besoin. Vous absentiez-vous un moment? Mon cœur se serrait de tristesse. Au bruit qui m'annonçait votre retour, il palpitait de joie.
Je n'existais plus que par vous et pour vous. Cependant, c'est vous-même que j'adjure. Jamais dans la gaieté des folâtres jeux ou dans l'intérêt d'une conversation sérieuse m'échappa-t-il un mot qui pût trahir le secret de mon cœur. Enfin, un jour arriva où devait commencer mon infortune. Et par une inconcevable fatalité, une action honnête en devint le signal. Oui, madame, c'est au milieu des malheureux que j'avais secouru, que vous livrant à cette sensibilité précieuse qui embellit la beauté, même et ajoute du prix à la vertu, vous achevâtes d'égarer un cœur que déjà trop d'amour enivrait. Vous vous rappelez, peut-être, quelle préoccupation s'empara de moi au retour. Hélas, je cherchais à combattre un penchant que je sentais devenir plus fort que moi. Ah, il en fait quand même du cinéma. Hein. À cette époque-là, ça marchait sans doute. Hein. C'est gros baratineur, hein, quand même. Hein. Et on sent qu'il veut arriver à ses fins. Hein. C'est après avoir épuisé mes forces dans ce combat inégal qu'un hasard que je n'avais pu prévoir me fit trouver seule avec vous. Là, je succombais, je l'avoue. Mon cœur trop plein ne put retenir ses discours ni ses larmes. Mais est-ce donc un crime? Et si c'en est un, n'est-il pas assez puni par les tourments affreux auxquels je suis livrée? Dévorée par un amour sans espoir, j'implore votre pitié et ne trouve que votre haine. Sans autre bonheur que celui de vous voir, mes yeux vous cherchent malgré moi, et je tremble de rencontrer vos regards. Dans l'état cruel où vous m'avez réduit, je passe les jours à déguiser mes peines, et les nuits à m'y livrer. Tandis que vous, tranquille et paisible, vous ne connaissez ces tourments que pour les causer et vous en applaudir. Cependant, c'est vous qui vous plaignez, et c'est moi qui m'excuse. Voilà pourtant, madame, voilà le récit fidèle de ce que vous nommez mes torts, et que peut-être il serait plus juste d'appeler mes malheurs. Un amour pur et sincère, un respect qui ne s'est jamais démenti, une soumission parfaite, tels sont les sentiments que vous m'avez inspirés. Je n'eusse pas craint d'en présenter l'hommage à la divinité même. En vous, qui êtes son plus bel ouvrage, imitez-la dans son indulgence. Songez à mes peines cruelles, songez surtout que placé par vous, entre le désespoir et la félicité suprême, le premier mot que vous prononcerez décidera pour jamais de mon sort. Ouais. Bon. Ah bah il est quand même... Ah bah il veut y arriver, hein, c'est... Voilà, donc on va passer à la lettre 37. Lettre 37. La présidente de Tourvel à Madame de Volanges. Je me soumets, madame, au conseil que votre amitié me donne. Accoutumée à déférer en tout à votre avis, je le suis à croire qu'ils sont toujours fondés en raison. J'avouerai même que M. de Valmont doit être en effet infiniment dangereux, s'il peut à la fois feindre d'être ce qu'il paraît ici et rester tel que vous le dépeignez. Quoi qu'il en soit, puisque vous l'exigez, je l'éloignerai de moi. Au moins j'y ferai mon possible, car souvent les choses qui dans le fond devraient être les plus simples deviennent embarrassantes par la forme. Il me paraît toujours impraticable de faire cette demande à sa tante. Elle deviendrait également désobligeante, et pour elle et pour lui. Je ne prendrai pas non plus sous en quelque répugnance le parti de m'éloigner moi-même, car outre les raisons que je vous ai déjà mondées relatives à M. de Tourvel, si mon départ contrariait M. de Valmont, comme il est possible, n'aurait-il pas la facilité de me suivre à Paris? Et son retour, dont au moins je paraîtrais être l'objet, ne semblerait-il pas plus étrange qu'une rencontre à la campagne chez une personne qu'on sait être sa parente et mon amie? Il ne me reste donc d'autre ressource que d'obtenir de lui-même qu'il veuille bien s'éloigner. Je sens que cette proposition est difficile à faire. Cependant, comme il me paraît avoir à cœur de me prouver qu'il a en effet plus d'honnêteté qu'on ne lui en suppose, je ne désespère pas de réussir. Je ne serais pas même fâchée de le tenter, et d'avoir une occasion de juger si, comme il le dit souvent, les femmes vraiment honnêtes n'auront jamais à se plaindre de ses procédés. S'il part comme je le désire, ce sera en effet par égard pour moi, car je ne peux pas douter qu'il n'ait le projet de passer ici une grande partie de l'automne. S'il refuse ma demande et s'obstine à rester, je serai toujours à temps de partir moi-même, et je vous le promets. Voilà, je crois, madame, tout ce que votre amitié exigeait de moi. Je m'empresse d'y satisfaire et de vous prouver que malgré la chaleur que j'ai pu mettre à défendre M. de Valmont, je n'en suis pas moins disposée non seulement à écouter, mais même à suivre les conseils de mes amis. J'ai l'honneur d'être, etc., etc.
Donc, la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Lettre 38. Votre énorme paquet m'arrive à l'instant, mon cher vicomte. Si la date en est exacte, j'aurais dû le recevoir 24 heures plus tôt. Quoi qu'il en soit, si je prenais le temps de le lire, je n'aurais plus celui d'y répondre. Je préfère donc de vous en accuser seulement la réception et nous causerons d'autre chose. Ce n'est pas que j'ai rien à vous dire pour mon compte. L'automne ne laisse à Paris presque point d'homme qui ait figure humaine. Aussi, je suis depuis un mois d'une sagesse à périr. Et tout autre que mon chevalier serait fatigué des preuves de ma constance. Ne pouvant m'occuper, je me distrais avec la petite Volanges. Et c'est d'elle que je veux vous parler. Savez-vous que vous avez perdu plus que vous ne croyez à ne pas vous charger de cet enfant? Elle est vraiment délicieuse. Cela n'a ni caractère ni principe. Jugez combien sa société sera douce et facile. Je ne crois pas qu'elle brille jamais par le sentiment, mais tout annonce en elle les sensations les plus vives. Sans esprit et sans finesse, elle a pourtant une certaine fausseté naturelle, si l'on peut parler ainsi, qui quelquefois m'étonne moi-même et qui réussira d'autant mieux que sa figure offre l'image de la candeur et de l'ingénuité. Elle est naturellement très caressante et je m'en amuse quelquefois. Sa petite tête se monte avec une facilité incroyable et elle est alors d'autant plus plaisante qu'elle ne sait rien, absolument rien de ce qu'elle désire tant de savoir. Il lui en prend des impatiences tout à fait drôles. Elle rit, elle se dépite, elle pleure, et puis elle me prie de l'instruire avec une bonne foi réellement séduisante. En vérité, je suis presque jalouse de celui à qui ce plaisir est réservé. Je ne sais si je vous ai mandé que depuis 4 ou 5 jours, j'ai l'honneur d'être sa confidente. Vous devinez bien que d'abord j'ai fait la sévère, mais aussitôt que je me suis aperçue qu'elle croyait m'avoir convaincue par ses mauvaises raisons, j'ai eu l'air de les prendre pour bonnes. Et elle est intimement persuadée qu'elle doit ce succès à son éloquence. Il fallait cette précaution pour ne pas me compromettre. Je lui ai permis d'écrire et de dire « j'aime ». Et le jour même, sans qu'elle s'en doutât, je lui ai ménagé un tête-à-tête avec son Danceny. Mais figurez-vous qu'il est si sot encore qu'il n'en a seulement pas obtenu un baiser. Ce garçon-là fait pourtant de fort jolis vers. Mon Dieu, que ces gens d'esprit sont bêtes. Celui-ci l'est au point qu'il m'en embarrasse. Car enfin, pour lui, je ne peux pas le conduire. C'est à présent que vous me seriez bien utile. Vous êtes assez lié avec Danceny pour avoir sa confidence. Et s'il vous la donnait une fois, nous irions grand train. Dépêchez donc votre présidente, car enfin je ne veux pas que Gercourt s'en sauve. Au reste, j'ai parlé de lui hier à la petite personne, et je lui ai si bien peint que quand elle serait sa femme depuis 10 ans, elle ne le haïrait pas davantage. Je l'ai pourtant beaucoup prêché sur la fidélité conjugale. Rien n'égale ma sévérité sur ce point. Par là, d'une part, je rétablis auprès d'elle ma réputation de vertu, que trop de condescendance pourrait détruire. De l'autre, j'augmente en elle la haine dont je veux gratifier son mari. Et enfin, j'espère qu'en lui faisant accroire qu'il ne lui est permis de se livrer à l'amour que pendant le peu de temps qu'elle a à rester fille, elle se décidera plus vite à n'en rien perdre. Adieu, vicomte, je vais me mettre à ma toilette où je lirai votre volume. Lettre 39. Je suis triste et inquiète, ma chère Sophie. Ah, oui, là, c'est Cécile Volanges à Sophie Carnet. Je suis triste et inquiète, ma chère Sophie. J'ai pleuré presque toute la nuit. Ce n'est pas que pour le moment je ne sois bien heureuse, mais je prévois que cela ne durera pas. J'ai été hier à l'opéra avec madame de Merteuil. Nous y avons beaucoup parlé de mon mariage, et je n'en ai rien appris de bon. C'est monsieur le comte de Gercourt que je dois épouser, et ce doit être au mois d'octobre. Il est riche, il est homme de qualité, il est colonel du régiment de... Bon, jusque-là, tout va fort bien, mais d'abord il est vieux. Figure-toi qu'il a au moins 36 ans. Et puis madame de Merteuil dit qu'il est triste et sévère, et qu'elle craint que je ne sois pas heureuse avec lui. J'ai même bien vu qu'elle en était sûre, et qu'elle ne voulait pas me le dire pour ne pas m'affliger. Elle ne m'a presque pas entretenue toute la soirée. Elle ne m'a presque entretenue toute la soirée que des devoirs des femmes envers leur mari. Elle convient que monsieur de Gercourt n'est pas aimable du tout, et elle dit pourtant qu'il faudra que je l'aime. Ne m'a-t-elle pas dit aussi qu'une fois mariée, je ne devais plus aimer le chevalier Danceny? Comme si c'était possible. Oh, je t'assure bien que je l'aimerai toujours. Vois-tu, j'aimerais mieux plutôt ne pas me marier, que ce monsieur de Gercourt s'arrange. Je ne l'ai pas été chercher. Il est en Corse à présent, bien loin d'ici. Je voudrais qu'il y restât 10 ans. Si je n'avais pas peur de rentrer au couvent, je dirais bien à maman que je ne veux pas de ce mari-là. Mais ce serait encore pire. Je suis bien embarrassée.
Je sens que je n'ai jamais tant aimé M. Danceny qu'à présent. Et quand je songe qu'il ne me reste plus qu'un mois à être comme je suis, les larmes me viennent aux yeux. Tout de suite. Je n'ai de consolation que dans l'amitié de Madame de Merteuil. Elle a si bon cœur. Elle partage tous mes chagrins comme moi-même, et puis elle est si aimable que quand je suis avec elle, je n'y songe presque plus. D'ailleurs, elle m'est bien utile, car le peu que je sais, c'est elle qui me l'a appris, et elle est si bonne que je lui dis tout ce que je pense, sans être honteuse du tout. Quand elle trouve que ce n'est pas bien, elle me gronde quelquefois, mais c'est tout doucement, et puis je l'embrasse de tout mon cœur, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus fâchée. Au moins, celle-là, je peux bien l'aimer tant que je voudrais, sans qu'il y ait du mal, et ça me fait bien plaisir. Ça me fait bien du plaisir. Nous sommes pourtant convenus que je n'aurais pas l'air de l'aimer tant devant le monde et surtout devant maman, afin qu'elle ne se méfie de rien au sujet du chevalier Danceny. Je t'assure que si je pouvais toujours vivre comme je fais à présent, je crois que je serais bien heureuse. Il n'y a que ce vilain monsieur de Gercourt, mais je ne veux pas t'en parler davantage car je redeviendrai triste. Au lieu de cela, je vais écrire au chevalier Danceny. Je ne lui parlerai que de mon amour et non de mes chagrins, car je ne veux pas l'affliger. Adieu, ma bonne amie. Tu vois bien que tu aurais tort de te plaindre, et que j'ai beau être occupée, comme tu le dis, il ne me reste pas moins le temps de t'aimer et de t'écrire. Lettre 40. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. C'est peu pour mon inhumaine de ne pas répondre à mes lettres, de refuser de les recevoir. Elle veut me priver de sa vue, elle exige que je m'éloigne. Ce qui vous surprendra davantage, c'est que je me soumette à tant de rigueur. Vous allez me blâmer. Cependant, je n'ai pas cru devoir perdre l'occasion de me laisser donner un ordre. Persuadée d'une part que qui commande s'engage, et de l'autre que l'autorité illusoire que nous avons l'air de laisser prendre aux femmes est un des pièges qu'elles évitent le plus difficilement. De plus, l'adresse que celle-ci a su mettre à éviter de se trouver seule avec moi me plaçait dans une situation dangereuse, dont j'ai cru devoir sortir à quelque prix que ce fût. Car étant sans cesse avec elle, sans pouvoir l'occuper de mon amour, il y avait lieu de craindre qu'elle ne s'accoutumât enfin à me voir sans trouble. Disposition dont vous savez assez combien il est difficile de revenir. Au reste, vous devinez que je ne suis pas soumis sans condition. J'ai même eu le soin d'en mettre une impossible à accorder, tant pour rester toujours maître de tenir ma parole ou d'y manquer, que pour en... J'ai même eu le soin d'en mettre une impossible à accorder, tant pour rester toujours maître de tenir ma parole ou d'y manquer, que pour engager une discussion, soit de bouche ou par écrit, dans un moment où ma belle est plus contente de moi, où elle a besoin que je le sois d'elle, sans compter que je serais bien maladroit si je ne trouvais moyen d'obtenir quelque dédommagement de mon désistement à cette prétention, tout insoutenable qu'elle est. Après vous avoir exposé mes raisons dans ce long préambule, je commence l'historique de ces 2 derniers jours. J'y joindrai comme pièce justificative la lettre de ma belle et ma réponse. Vous conviendrez qu'il y a peu d'historiens aussi exacts que moi. Vous vous rappelez l'effet que fit avant-hier matin ma lettre de Dijon. Le reste de la journée fut très orageux. La jolie prude arriva seulement au moment du dîner et annonça une forte migraine, prétexte dont elle voulut couvrir un des plus violents accès d'humeur que femme puisse avoir. Sa figure en était vraiment altérée. L'expression de douceur que vous lui connaissez s'était changée en un air mutin qui en faisait une beauté nouvelle. Je me promets bien de faire usage de cette découverte par la suite et de remplacer quelquefois la maîtresse tendre par la maîtresse mutine. Je prévis que l'après-dîner serait triste, et pour m'en sauver l'ennui, je prétextai des lettres à écrire et me retirai chez moi. Je revins au salon sur les 6 heures. Madame de Rosemonde proposa la promenade, qui fut acceptée. Mais au moment de monter en voiture, la prétendue malade par une malice infernale prétexta à son tour, et peut-être pour se venger de mon absence, un redoublement de douleur et me fit subir sans pitié le tête-à-tête de ma vieille tante. Je ne sais si les imprécations que je fis contre ce démon femelle furent exaucées, mais nous la trouvâmes couchée au retour. Le lendemain, au déjeuner, ce n'était plus la même femme. La douceur naturelle était revenue, et j'eus lieu de me croire pardonnée. Le déjeuner était à peine fini que la douce personne se leva d'un air dolent et entra dans le parc. Je la suivis, comme vous pouvez croire. « D'où peut naître ce désir de promenade ?» lui dis-je en l'abordant. « J'ai beaucoup écrit ce matin, » me répondit-elle, « et ma tête est un peu fatiguée. Je ne suis pas assez heureux, repris-je, pour avoir à me reprocher cette fatigue-là. »« Je vous ai bien écrit, répondit-elle encore, mais j'hésite à vous donner ma lettre. Elle contient une demande, et vous ne m'avez pas accoutumé à en espérer le succès. »
Ah, je jure que s'il m'est possible, rien n'est plus facile, interrompit-elle. Et quoique vous dussiez peut-être l'accorder comme justice, je consens à l'obtenir comme grâce. En disant ces mots, elle me présenta sa lettre. En la prenant, je pris aussi sa main, qu'elle retira, mais sans colère et avec plus d'embarras que de vivacité. « La chaleur est plus vive que je ne croyais, dit-elle. Il faut rentrer. » Et elle reprit la route du château. Je fis de vains efforts pour lui persuader de continuer sa promenade, et j'eus besoin de me rappeler que nous pouvions être vus, pour n'y employer que de l'éloquence. Elle rentra sans proférer une parole, et je vis clairement que cette feinte promenade n'avait eu d'autre but que de me remettre sa lettre. Elle monta chez elle en rentrant, et je me retirai chez moi pour lire l'épître que vous ferez bien de lire aussi, ainsi que ma réponse avant d'aller plus loin. Donc suite, lettre 41, la présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. Il semble, monsieur, par votre conduite avec moi, que vous ne cherchiez qu'à augmenter chaque jour les sujets de plainte que j'avais contre vous. Votre obstination à vouloir m'entretenir sans cesse d'un sentiment que je ne veux ni ne dois écouter, l'abus que vous n'avez pas craint de faire de ma bonne foi ou de ma timidité pour me remettre vos lettres, le moyen surtout, j'ose dire, peu délicat dont vous vous êtes servi pour me faire parvenir la dernière, sans craindre au moins l'effet d'une surprise qui pouvait me compromettre. Tout devrait donner lieu, de ma part, à des reproches aussi vifs que justement mérités. Cependant, au lieu de revenir sur ces griefs, je m'en tiens à vous faire une demande aussi simple que juste. Et si je l'obtiens de vous, je consens que tout soit oublié. Vous-même m'avez dit, monsieur, que je ne devais pas craindre un refus. Et quoique par une inconséquence qui vous est particulière, cette phrase même soit suivie du seul refus que vous pouviez me faire, je veux croire que vous n'en tiendrez pas moins aujourd'hui cette parole formellement donnée il y a si peu de jours. Je désire donc que vous ayez la complaisance de vous éloigner de moi, de quitter ce château, où un plus long séjour de votre part ne pourrait que m'exposer davantage au jugement d'un public toujours prompt à mal penser d'autrui, et que vous n'avez que trop accoutumé à fixer les yeux sur les femmes qui vous admettent dans leur société. Averti déjà depuis longtemps de ce danger par mes amis, j'ai négligé, j'ai même combattu leur avis tant que votre conduite à mon égard avait pu me faire croire que vous aviez bien voulu ne pas me confondre avec cette foule de femmes qui toutes ont eu à se plaindre de vous. Aujourd'hui que vous me traitez comme elles, que je ne peux plus l'ignorer, je dois au public, à mes amis et à moi-même de suivre ce parti nécessaire. Je pourrais ajouter ici que vous ne gagnerez rien à refuser ma demande. Décidez que je suis à partir moi-même, si vous vous obstinez à rester. Mais je ne cherche point à diminuer l'obligation que je vous aurai de cette complaisance, et je veux bien que vous sachiez qu'en nécessitant mon départ d'ici, vous contrarieriez mes arrangements. Prouvez-moi donc, monsieur, que comme vous me l'avez dit tant de fois, les femmes honnêtes n'auront jamais à se plaindre de vous. Prouvez-moi au moins que quand vous avez des torts avec elles, vous savez les réparer. Si je croyais avoir besoin de justifier ma demande vis-à-vis de vous, il me suffirait de vous dire que vous avez passé votre vie à la rendre nécessaire, et que pourtant il n'a pas tenu à moi de ne la jamais former. Mais ne rappelons pas des événements que je veux oublier, et qui m'obligeraient à vous juger avec rigueur, dans un moment où je vous offre l'occasion de mériter toute ma reconnaissance. Adieu, monsieur. Votre conduite va m'apprendre avec quel sentiment je dois être. Pour la vie, votre très humble, etc. Blablabla. Le 26 août. Je vais m'arrêter là parce que c'est un peu plus court que d'habitude, mais voilà, c'est comme ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vais essayer d'être plus régulière là d'ici quelques temps, mais ce sera sans doute au mois de décembre. Bonne soirée!